On va terminer, donc, comme je le disais, avec une séquence sportive. Alors, on a beaucoup de chance parce que Antoine Albo et Marc Amerigo sont devenus des fans de Biomime Expo et des habitués et des fidèles. Des stars. Et des stars de Biomime Expo, absolument. Donc, ravi à nouveau de vous accueillir pour voir comment vous développez un projet assez fabuleux qui s'appelle Zephyr Project, pour voir comment concilier performance sportive et performance environnementale. Et vous ne le faites pas tout seul, loin de là, avec une belle équipe que vous allez nous présenter. Je vais laisser Marc présenter Antoine avec tout le palmarès qu'il faut, mais je sais que je suis à côté d'un grand champion, le plus grand champion, le plus titré des champions français. Et on adore à Biomime Expo montrer comment des univers travaillent ensemble, sont créatifs par l'hybridation des idées et des talents. Donc c'est absolument génial de voir du sport de haut niveau, travailler avec de l'ingénierie, travailler avec des universités, avec des centres de recherche et avec des grands partenaires économiques et industriels de renom dans leur domaine. Donc merci beaucoup. Le sport aussi, on a reçu tout à l'heure le délégué interministériel à la Grande Cause nationale 2024, qui est le sport et l'activité physique. Donc le sport aussi doit contribuer et peut contribuer aux enjeux écologiques et environnementaux. Donc merci beaucoup de nous présenter le projet. Et je vous laisse la scène. Je ne suis pas inquiet. Allez-y. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ça? Reste avec nous. Ouais. Bravo, merci. Attends. À plus tard. Il y a quand même un sujet, c'est que Alain, t'en vas pas. Là, il y a quand même des gens qui aiment bien les animaux et là, on va montrer. Oh là 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 là, on va le montrer champion. un tas de trucs qui font que peut-être que ça va aller. Alors, plus... vous le savez peut-être pas, mais Antoine est l'humain. Et l'humain qui se rapproche le plus. Pas complètement humain, hein, mais... Non, il n'est pas complètement humain. De la machine ou du poisson? Et l'humain qui se rapproche le plus du plus grand des champions en natation, qui est l'espadon voilier que vous voyez là. En fait, ça, c'est un extrait de l'expo qui s'appelle Nature championne et inspirante, qui est une expo que j'ai imaginée l'année dernière pour les JOP de Paris 2024, en disant, mais attendez, c'est sympa les JO, on adore le sport, mais il manque une nation. À Paris 2024, c'est la nation du vivant, avec sa délégation d'athlètes de la biodive qui viennent nous défier sur la piste. Et donc vous avez à côté une expo qui s'appelle Nature championne et inspirante, qui normalement va se retrouver sur un site olympique tout bientôt, et qui compare les sportifs humains et les sportifs de la biodive, en disant finalement la véritable grande championne c'est la nature. Et donc si vraiment elle participait aux compètes, on n'aurait pas beaucoup de place pour les médailles. Et il se trouve que dans la série de comparaisons, il y a une planche qui montre notre record à nous au 100 mètres nage libre, c'est 46,80. D'accord? Et l'espadon voilier, si vous c'est pas Michael Phelps, c'est un Chinois, Zhang Lei, qui l'a battu là, en février. Donc 46,80 au 100 mètres nage libre. D'accord? Si dans la ligne d'eau d'à côté, vous lâchez un espadon voilier, à votre avis, il le fait en combien, le 100 mètres? Nous, c'est 46,80. Il le fait en 3,27. Antoine a dit 4. Il le fait en 3,27. Et la petite nuance, c'est que nous, on a eu un Michael Phelps. Mais l'espadon à côté, c'est n'importe quel espadon. Et il se trouve que dans tous les records d'Antoine, il y en a tellement, de toute façon, on trouve toujours le bon record qu'il faut, qui va bien. Et donc, on s'est amusé à faire une planche supplémentaire, spéciale dédicace, pour dire, il y a un champion qui se rapproche le plus de la performance de l'espadon voilier, qui va à 120 km/h dans l'eau. Figurez-vous que, donc il va à la vitesse d'un guépard, dans un élément 60 fois plus résistant que l'air. C'est ça la performance de l'espadon. Et c'est pour ça que l'espadon, la nature, la biodiversité, que ce soit des oiseaux, des mammifères, des poissons, etc., est follement inspirante pour travailler avec vous autour de la table et pour les inviter. Et donc Antoine, avec ce pic là de vitesse à 100.32, tu t'es... Il en manque un paquet. Il en manque un peu quand même, mais t'es pas loin. Bravo. Bravo, bravo. Merci Alain. Merci Alain. Donc justement, merci à toi. Justement, on va justement approcher tout ça et voir comment est-ce qu'on pourrait percer ces secrets de la glisse. Et la première chose à regarder, c'est notre association s'est rapprochée il y a 4 ans avec 2 univers qui sont à la fois très éloignés et très proches. Et Antoine, voilà, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel dans le paysage sportif. Tu as 26 titres mondiaux, tu es l'homme le plus rapide actuellement en planche à voile, tu as été l'homme le plus rapide à la voile,
Tu as été marin de l'année en 2010. Voilà, un palmarès long comme le bras. Tu viens d'être a priori... Long comme le bras, mais il est facile à dire, 26 fois. Ouais. Oui, mais bon, officier de l'ordre du mérite, de l'ordre... Ouais, ok, il y a tout... Enfin, il y en a beaucoup, de plus en plus. Et on continue dans ce sens-là. C'est beaucoup dans le monde du slalom, donc beaucoup de titres dans le slalom au niveau international, 30 ans de carrière. C'est aussi ça, Antoine, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, mais le petit point noir en bas à droite, c'est toi, à Bellara. Donc une image qui a fait le tour du monde, c'est énorme, colossal. Des sensations fortes, non? Bah là, oui, c'est vraiment des sensations fortes parce que tu joues vraiment avec les éléments, quoi. Et puis, tu as derrière toi une masse énorme qui, si elle te rattrape, peut te mettre dans une grosse machine à laver, quoi, on va dire. C'est ça qui dure longtemps en plus. Ouais. Donc voilà, c'est ça ton univers. Et puis l'image qu'on voit là, c'était il y a 1 an exactement. Ouais, bah, ça c'est les images de justement un spot là, qui s'appelle la Palme à côté de Le Cat, dans le sud de la France, où on a une base homologuée pour faire les records, que ce soit sur le 1000 nautique ou sur la distance la plus courte, le 500 mètres. Donc c'est la meilleure base qui peut exister pour le 1000 nautique déjà. Et puis ça, bah, c'était juin, je crois. Hein, ouais, c'était exactement il y a 1 an. Ouais, exactement il y a 1 an, quand j'ai battu le record du monde de vitesse sur le 1000 nautique, donc 1 km 852. Donc c'est une vitesse moyenne, hein, une vitesse moyenne, ouais. Donc on peut vraiment voir que voilà, là on voit vraiment qu'il faut longer la plage au plus proche pour essayer d'avoir une surface d'eau la plus lisse possible. Et puis c'est vrai que ça peut un peu faire peur, un peu impressionner quand on voit les gens à côté à quelle vitesse on avance. Mais voilà, nous moi j'ai un petit peu l'habitude à passer sur des runs comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu effrayant. Et puis des fois il y a des bancs de sable, donc faut vraiment faire le run plusieurs fois avant quand on voit le banc de sable, on voit presque les grains de sable quand tu passes. Bah là oui, là c'est vraiment proche. Il faut avoir une super concentration parce que le vent est pas dense non plus. Donc il bouge aussi, donc il peut t'envoyer un petit peu descendre, varier ta direction. Et puis le clapot aussi, la surface de l'eau. Donc voilà, ça c'est un record en temps réel, c'est grosse ambiance à bord. Et tout l'esprit du projet, c'est d'aller travailler autour de cette dimension-là. Donc juste quelques slides concernant mon univers, rapidement. Ben ouais, Marc, il y en a pas mal qui te connaissent déjà, hein, ingénieur. Tu as commencé la planche il y a pas mal d'années aussi. Avec du matériel d'ailleurs qui est sur le stand, ça me rappelle des souvenirs. Et puis Marc, il dirige le projet, Zéphyr, il a pas mal travaillé aussi dans l'industrie, comme ça, dans le nucléaire, je crois. Et puis tu as organisé ta dernière tentative avec Eric Baron, là, sur son vélo, à plus de 228 quasiment, 228 km/h. Et donc toute l'approche dans ce qu'on a fait, ça a été de venir associer nos univers. Et donc ça a commencé avec toute cette évolution de la planche à voile. On voit un petit peu des voiles. D'ailleurs, la deuxième image qu'on voit, c'est une voile qui est sur le stand. C'est le type de voile qu'on a sur le stand, si vous êtes passé déjà là-bas. Et puis après, l'évolution, les planches qui ont raccourci. C'est les Hawaïens qui ont commencé à couper les planches parce qu'ils voulaient aller dans les vagues. Donc ils se sont dit, peut-être que plus court, c'est mieux. Et puis ils étaient partis sur une bonne voie. Et puis l'apparition des foils, l'apparition du carbone et le fait qu'on ait de plus en plus de matériel très carboné, et la performance aujourd'hui est associée au carbone. Alors dans ce projet, quand on a lancé ça il y a 4 ans, c'était autour d'Antoine et puis justement toute ton expérience de la compétition à haut niveau et tous ces titres que tu as accumulés. En particulier, on va voir juste quelques images de slalom. Là, c'est ton monde, ça. Voilà, ça c'est une finale de Coupe du Monde aux Canaries. Bon, là on est maintenant sur la plage de la Palme. Donc là, tout cette ambiance-là, consiste à vraiment travailler sur le matériel existant, le matériel d'aujourd'hui, mieux le comprendre, quel qu'il soit, aller en soufflerie. On a beaucoup travaillé en soufflerie pour comprendre ces phénomènes-là, faire des mesures embarquées, comme on le voit ici, avec des centrales inertielles. Donc, merci SBG Systems pour votre soutien au niveau du matériel embarqué en particulier. Mais c'est 2 univers, à la fois l'aileron et le foil. Et on veut comprendre tout ça. Et ça passe par de la numérisation, du digital, le fait d'aller mesurer des choses, de les objectiver, et puis de les confronter à toi, ton expérience, hein, l'expérience de la planche à voile. Donc voilà, on a vécu des moments assez dingues. Et puis il y a toute cette dimension, on va dire, de simulation, de compréhension des phénomènes. Des gens du cinéma, comme on voit là, c'était une expérience, ça, assez dingue. Bah oui, là on fait de la motion capture là, comme les dessins animés qu'on voit actuellement, et c'est vrai qu'ils peuvent reproduire énormément de choses.
Et puis l'effet en soufflerie aussi est génial, quoi. Toute ce qu'on voit là, toute cette technologie nous permet de travailler sur de l'écomobilité. Alors, le laboratoire, c'est la planche à voile. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur on a parlé tout à l'heure avec Arthur Levaillant, on n'est pas sur des grandes dimensions, c'est du petit matériel, donc un vrai labo expérimental où on peut tester beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va voir là avec le fait qu'aujourd'hui, ce que j'appelle cette ultra-technologie, ça consiste à voir que le biomimétisme, on a une approche de plus en plus scientifique du biomimétisme, on comprend les structures. La deuxième dimension, c'est qu'on est capable d'aller faire des mesures en soufflerie. On est capable aujourd'hui d'avoir du calcul 3D très puissant et de la simulation numérique avec des mesures embarquées, les simulateurs de vol, big data et intelligence artificielle, on va en parler. En fait, on est à un moment où toutes ces technologies ont énormément évolué et ont la capacité de nous aider, si on les met ensemble, à comprendre la nature. C'est aussi simple que ça. Matériaux architecturés, impression 3D très, très précise, l'éco-conception très amont. Et quand on met tout ça ensemble, en fait, on arrive à une convergence qui va nous permettre d'avancer dans Zephyr. Et toute cette technologie-là, on va la voir et c'est notre chaîne de valeur. L'objectif dans Zephyr, c'est ces trois choses-là. On veut atteindre la haute performance. Haute performance, ce n'est pas que la vitesse. C'est la vitesse, c'est également le confort, c'est également le fait qu'on va avoir peu d'énergie pour se déplacer. Donc ça, c'est la haute performance. En même temps, on veut l'associer à l'accessibilité et le confort pour tout le monde. Et la troisième dimension en même temps, excusez-moi la petite parenthèse, un petit clin d'œil à dimanche soir, l'éco-responsabilité. Ces trois dimensions-là doivent fonctionner ensemble. Et pour ça, on a trois grands objectifs, et c'est là que nous rejoignent nos partenaires. Le premier, c'est comprendre tout le système, c'est-à-dire le vent, le rider comme Antoine, le matériel, l'eau, la surface de l'eau, sous l'eau. Ça, c'est une première dimension. La deuxième, c'est qu'on veut amener ce qu'on appelle de la déformabilité. Aujourd'hui, ce type d'ailes qui nous permettent de voler sont rigides, les plus rigides possibles. C'est ce qu'on cherche à faire. Pour l'instant, on cherche à avoir le plus rigide possible. Ouais. Tout ça parce qu'on ne maîtrise pas la déformation. On ne sait pas déformer ce matériel. Et c'est parce que justement, on va être capable de le déformer, et c'est le deuxième objet de notre recherche, c'est parce qu'on va pouvoir le déformer qu'on va pouvoir utiliser des matériaux alternatifs, décarbonés. Parce que justement, cette déformation va venir par exemple, de structures issues du biomimétisme, des architectures différentes. Donc on va pouvoir supprimer du carbone grâce à cette déformation. Et la troisième dimension, c'est la glisse pure dans l'eau, comme on voit un espadon. Comment est-ce que j'arrive à glisser dans l'eau sans frottement? C'est le troisième gros challenge de ce projet, qui est extrêmement scientifique, extrêmement complexe. Pour ça, on a des verrous, c'est la dimension écologique et la dimension performance. Et puis on a des acteurs clés dans notre écosystème, et on va vous les faire découvrir rapidement. Notre équipe, on passe rapidement. Je vais souligner Olivier Pont-Rouge, notre ami de 30 ans, ancien coureur, spécialiste des ailerons. Hermès Garanger, qui est là, qui s'occupe de toute notre com, notre prod d'image et cette partie communication. Et puis, je ne voudrais pas oublier notre petit Pierre Schmitz, qui est notre jeune champion, qui a gagné les Anton Albocéry ce week-end. Ouais. Et qui est maintenant au championnat d'Europe en Suisse. Il est en Suisse au championnat d'Europe actuellement en wing foil. Sport, science et industrie, c'est là qu'il y a l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de catalyser, d'amener autour de cette dynamique des industriels parce qu'on va les challenger. Le sport les challenge et c'est ce challenge qui nous permet de travailler dans le futur. Donc on est entre la recherche et les produits innovants. On a à peu près 70 entreprises qui sont impliquées, parmi lesquelles des majeurs qui sont, on va dire, au CAC 40 ou des leaders mondiaux. Ça, c'est assez extraordinaire. Et c'est quelque chose qui est nouveau, en fait, qu'on n'avait pas au début. Oui, c'est génial, parce que c'est vrai de voir des grosses entreprises comme ça qui prennent à cœur le projet, comme BPCE ou Alten. Et ça fait énormément plaisir, parce que c'est vrai que on les a rencontrés déjà, les ingénieurs qui sont sur le projet et qui sont complètement fanas et qui vont vraiment travailler dessus. Et là, on va voir vraiment une avancée. Et puis moi, j'ai vraiment hâte de tester des choses. Il y a des choses qui arrivent à vitesse grand V. Pourquoi on fait tout ça? Il y a trois grands bienfaits sociétaux. Le premier, c'est que ce n'est pas de la planche à voile, c'est pour tous les sports nautiques. Oui, parce que exactement, on va essayer de se rapprocher, enfin de faire progresser un petit peu tout le monde, de faire en participer. Et puis c'est ça qui est vraiment super intéressant, quoi. Donc c'est un
on est comme des moteurs en fait de notre écosystème de la voile, et c'est là que c'est intéressant. Ce laboratoire en fait expérimental, il pousse et il amène tout le monde à se poser des vraies questions. On l'a vu tout à l'heure, éolien, écomobilité, et puis l'éducation, transmission. Depuis le début, il y a des jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes. Il y a des jeunes de l'Université Bretagne Sud qui sont à fond au niveau du master, hein, grâce à Antoine Le Duigou, là, qui doit être par là, je ne sais pas où tu es, Antoine. Donc c'est top de voir cette dynamique en fait, de transmission. Bah, oui, et puis avant tout, quand on a été à Lorient voir les jeunes, bah, ils sont vraiment pris par le projet. Ça leur plaît énormément. Ils ont les yeux qui brillent. Et puis je pense qu'ils voient en nous, pas un espoir, mais un projet qui est vraiment super intéressant et qui va aboutir, quoi. Donc tourner vers le futur à fond. Le biomimétisme, premier bloc en fait qu'on va aborder avec vous. Biomimétisme. Dans notre approche, en fait, on va s'inspirer du biomimétisme, mais on va aller regarder ce qui existe dans la nature. Vous avez des tas d'exemples. Ça peut être l'os de seiche, ça peut être le bec de toucan, ça peut être le roseau, enfin, tout ce qu'on a pu voir, et c'est assez extraordinaire. Et on va aller creuser là-dedans, et en particulier avec l'Université Bretagne Sud. Ce qui se passe, c'est que au niveau de Master Ingénierie Marine, ils vont aller sourcer, trouver des idées, des solutions, se poser des questions avec, je dirais, une âme d'enfant. Explorer, se dire tiens, la libellule c'est un truc de fou, comment fonctionnent les ailes, et ça enfin, moi je trouve ça génial de voir, c'est un peu de l'émerveillement, hein. D'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, c'est clair qu'ils vont avoir un autre œil que le nôtre pour aller chercher, pour peut-être penser à quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé, et puis nous en parler, proposer quelque chose, et puis peut-être que nous ça va nous faire penser à autre chose, et puis on va aboutir à... Du coup, derrière, on prend ces structures, on va essayer de les calculer, voir effectivement est-ce que ça a du sens, est-ce qu'on peut l'utiliser. On fait des petites éprouvettes, on va les mesurer, on va regarder si ça rejoint le calcul, qu'est-ce qui se passe. Et puis quatrième dimension, c'est on fait des prototypes et on commence à tester des choses. Et je voudrais enchaîner directement avec ça pour vous montrer quelle est notre approche, comment on peut décarboner en fait. À partir du moment où on se remet... on repart de la feuille blanche. Et toi, tu adores ça, hein, partir d'un truc nouveau et tester. Non, c'est toi qui adore ça. Partir de la feuille blanche. On repart d'un truc avec ce qui existe. On veut optimiser, par exemple, le flotteur de planche à voile. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de comprendre où sont les efforts. Où sont tes efforts, Antoine? Où est-ce que tu mets les pieds? Où est-ce que tu appuies ton pied de main? Peu importe. Ça, c'est notre cas de figure, c'est notre labo. Donc, on regarde notre labo. Deuxième étape, on va aller chercher quel type de structure on pourrait utiliser. Donc en particulier, on voit ici un exemple de l'os de seiche. Ce sont des sortes de structures de plateaux qui s'écrasent les unes sur les autres en fonction des contraintes. Donc c'est des comportements très particuliers. Et des structures comme ça, il y en a plein la nature. Puis on va les analyser, comme on l'a vu à l'instant, les paramétrer, à faire des calculs paramétriques. Donc on va avoir des calculs avec des dimensions qui changent. Et puis on va venir réintégrer ça pour que toi, sous les pieds, tu aies quelque chose qui tienne bien. Et en faisant ça, en fait, on se rend compte qu'on est capable de construire du matériel avec une composition de l'architecture, la partie verte que l'on voit, qui peut être décarbonée. Parce que justement, on va avoir cette déformation, on sait exactement ce qu'on est en train de construire et on s'autorise une liberté d'aller utiliser d'autres matériaux. Donc c'est ça que tu vas voir sous les pieds très bientôt, je pense. Il y a même des choses qui sont dans les tiroirs, comme tu sais. Alors pour une première étape, je voudrais demander à Antoine de venir nous rejoindre, si tu veux bien, mon cher Antoine. Antoine Le Duigou, qui est à l'origine du partenariat avec l'Université Bretagne Sud. Welcome, cher Antoine. Vas-y, tu peux prendre un micro. Donc ça a commencé avec il y a deux masters qui sont enchaînés. Une première session il y a 2 ans et puis cette année qui vient de se terminer. Pourquoi l'UBS s'est rapproché de Zephyr? Et puis Zephyr, en fait, c'est le projet, on va dire, référence de leurs études. Alors, bonjour à tous. Alors, pourquoi à Lorient, je pense que c'est relativement logique d'imaginer qu'on travaille sur le domaine de l'ingénierie marine. On a ce qu'on appelle une sailing valley, c'est-à-dire que c'est un endroit où on a un écosystème qui est extrêmement riche. Il y en a 2 comme ça dans le monde, il y en a une à Auckland et une à Lorient. Donc, le fait de travailler sur ces domaines-là, pour nous, c'est extrêmement logique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc on a mis en place ce master-là, qui est en réponse à cet écosystème. Troisième point, je suis planchiste. Donc, ça, c'est cool. Moi, on va dire que face à moi, j'ai quand même une de mes idoles, donc ça, c'est extrêmement fun. J'engage les jeunes aussi à imaginer travailler pour plus tard travailler potentiellement avec ces idoles, c'est pas mal.
Et puis derrière, c'est aussi, je me souviens d'une invitation, je t'avais invité par rapport à un travail de thèse qu'on avait fait sur des hydrofoils. Et puis ça m'avait aussi, moi, pas mal fait clic dans la tête parce que j'avais vu à quel point tu avais compris le truc. C'est-à-dire que le côté déformation programmée, le côté métamatériaux, matériaux architecturés, bio-inspiration, moi ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Le CBIOS, je fais un petit coucou à eux, on a attaqué en même temps et on s'est cassé les dents là-dessus. Là, je te fais venir, plouf, gros tilt. Je dis, ah, c'est cool, ça fait plaisir. Donc on a un moyen ensuite d'engager ensemble sur des projets étudiants, d'accord, dans lesquels les étudiants, on pourrait très bien leur proposer des projets de tiroir, on s'en fout, etc. Mais non, pas du tout, pas du tout. Là, on a un projet, on a un champion du monde, on a le plus grand sportif qui vient à Lorient pour expliquer ce qu'il a besoin. C'est un master en ingénierie marine. Il y a des planchistes, il y a des kitesurfers, il y a des surfeurs, et tout le monde connaît Antoine. Donc c'est aussi un vrai plaisir de pouvoir imaginer, faire rencontrer ces étudiants avec Antoine. Donc, le pourquoi il est là en fait. Le côté biomimétisme, parce que l'innovation ira vers là. Le côté pluridisciplinaire. Ce qu'on a mis en place, c'est pareil, c'est un peu casse-gueule, mais ça c'est notre rôle, c'est d'imaginer que l'ingénieur de demain soit différent. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre de la biologie, il va devoir prendre de la mécanique, il va devoir prendre des matériaux, et tant qu'à faire, si le laboratoire c'est quelque chose qui nous éclate, autant s'amuser, quoi. Ouais, c'est super ce que tu dis, Antoine, parce que c'est vrai qu'on voit ces jeunes qui explorent, tu les guides, tu les réorientes, on réfléchit avec eux, attention, là ils font fausse route. Et on a vu l'évolution entre le Master 1 et le Master 2. Ouais. C'est-à-dire la première année, on avait un petit peu des jeunes qui étaient là, qui ne savaient pas trop à quoi. Ils ne savaient pas trop où aller. C'est vrai qu'il y avait plein d'options. Déjà, dès la deuxième année, hein, c'est le slide qu'on a vu tout à l'heure avec la planche, dès la deuxième année, ils sont beaucoup plus impliqués. Donc c'est vraiment une super approche. Merci Antoine. Je voudrais demander à Cyril, où es-tu mon cher Cyril? Cyril de nous rejoindre, AirPro Group. Donc Cyril, fondateur et CEO d'AirPro Group. Donc c'est la fabrication additive, l'impression 3D et surtout beaucoup de technologies différentes. Et comme dans tout l'écosystème de ce qu'on a mis en place, il y a eu cette relation, cet échange comme avec Antoine, je le disais à l'instant. Et vous, votre univers, c'est de nous amener des réponses. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Oui, alors l'impression 3D, c'est énormément de promesses, hein, bien évidemment. Et puis il y a aussi, je trouve, beaucoup de similitudes avec le biomimétisme, puisque j'ai emporté par exemple une pièce là, qui est un support de vérin. La nature aurait tendance à faire ce support exactement de la même manière, de manière très organique, alors que depuis toujours, on a plutôt tendance à prendre un gros bloc de métal, c'est une pièce en titane, et puis faire 95% de copeaux, c'est en général ce qu'on fait entre 90 et 95% de copeaux. Donc déjà, c'est pas très éco-responsable de générer des gros blocs de matière, c'est très énergivore, pour ensuite finalement en supprimer 90%. Donc voilà, l'impression 3D, c'est très inscrit, je pense, dans la démarche du Zephyr Project, c'est d'avoir des matériaux qui peuvent être éco-responsables, qui peuvent être biosourcés, une technologie qui est aussi peut-être très économe en termes d'énergie et de ressources. Et puis surtout, c'était dit à l'instant par Antoine, on a accès à des matériaux architecturés. Tu as une pièce dans la main, du coup, Marc, voilà, beaucoup de structures lattice, hein, c'est un des fers de lance de la fabrication additive, c'est de pouvoir faire des matériaux avec des comportements différents grâce à des structures lattice et à des lois de comportement qu'on peut générer directement dans les modèles qu'on imprime ensuite. Alors ce qui est super intéressant, on voit là très concrètement, c'est beaucoup de vide, il y a plus de vide que de matière. Et les architectures, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire issues de tel ou tel animal ou de telle ou telle structure intérieure ou structure de crâne, peu importe, en fait, on va être capable de le calculer et puis de le refabriquer en choisissant notre matière. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir inclure dedans des fibres qui ont d'autres caractéristiques que mettre du carbone de partout. C'est là que ça devient super intéressant. Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va arriver à sortir de ce truc. Il va y avoir des choses incroyables. Et on avait déjà eu un peu cette démarche pour les JO de Rio. On avait équipé tous les coureurs cyclistes avec des guidons qui étaient imprimés en 3D. Donc là aussi, on avait enlevé le carbone et on était passé sur de l'aluminium. Et avec un guidon dont l'intérieur était très, très similaire à ce qu'on peut retrouver dans les os d'oiseaux, par exemple. Et donc voilà, donc je pense que le biomimétisme est une source d'inspiration incroyable. Et puis la 3D va permettre de, je pense, aider, j'espère, Antoine, à relever les défis.
Alors ce qui est chouette dans l'évolution de l'histoire, c'est que les étudiants avec Antoine vont aller trouver des idées. Et puis ensuite, on a des industriels comme toi, Cyril, ou ceux dont on va parler maintenant, qui vont pouvoir amener du calcul pour pousser le bouchon très très loin, trouver de l'innovation et ensuite fabriquer et prototyper. On va voir tout de suite avec donc ce partenariat avec Alten. Donc nouveau partenariat, tout récent, très important. On était du coup là à Toulouse ensemble et on a eu mal à la tête quand même. On a eu une grosse journée. Hein. On a eu une grosse journée, mais quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, et je pense qu'on n'a pas tout vu en plus. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est un nouveau lancement, gros partenaire, leader mondial dans l'ingénierie IT. Attention, un tel partenaire vient en collaboration avec tout l'écosystème existant. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que tous les anciens qui ont été là et qui peuvent être même des concurrents parfois sur certains domaines sont toujours là, ils sont en mode collaboratif. Et ça, c'est très fort. On va en parler. Donc là-dedans, en fait, il y a plusieurs sujets qu'on a abordés. Donc en fait, on est parti dans la réflexion sur 30 sujets, puis on a réduit. Et aujourd'hui, il y a ce gros partenariat avec un gros engagement où on parle de systèmes complexes. Donc le premier objectif de Zephyr, on regarde les secrets de la glisse absolue, comment on va glisser avec très peu d'énergie, comme le peut faire un animal. On va travailler sur l'éco-conception, comment très amont, on va être capable de limiter l'impact environnemental. Et puis il y a les protos. Et je voudrais vous partager ces images-là. D'abord, on va retourner en soufflerie. On est à l'IAT-CNAM. Ça, c'était un moment dingue hein, quand on observait ça. Bah, ça, c'est un moment dingue, et surtout qui n'avait jamais été fait en planche à voile. Et c'est simplement fou de pouvoir tester les profils de la voile, les profils de moi, les profils de la planche, pour voir si c'est aérodynamique ou pas. Et puis retrouver ça dans le calcul derrière, exactement les mêmes phénomènes qui étaient avec des flux sur l'extérieur de la voile, à l'intérieur de la voile, très perturbés par toi d'ailleurs. Et c'est des choses qui aujourd'hui on retrouve dans le calcul. Bah, c'est des choses qui nous ont été confirmées, parce que c'est vrai que toutes ces années-là, moi, j'avais jamais. C'était que du feeling, c'était que de la sensation pure. Et puis avoir quelqu'un qui puisse te tester et te dire que, bah, en fait, oui, c'est comme ça, quoi. Par exemple, on le voit là sur le bas de voile, il y a des phénomènes sur le bas de la voile sur lesquels vous travaillez beaucoup en compétition. Et ça, on a pu à la fois les visualiser et aujourd'hui, on est en train de les voir au calcul. Et on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelques images embarquées, ben voilà, ça c'est le motion capture, c'est le résultat. On voit une scène filmée en fait, hein, c'est une vraie scène filmée dans la soufflerie où on voit les points autour de toi et on est capable. Alors tu faisais des mouvements, je me souviens, j'étais en face de toi, je te disais vas-y Antoine, fais un back loop ou fais. Et on voit les petits points bleus qui représentent le vent aussi. on doit sauter. Et puis en fait ça, ben, c'est un film qui donne ceci. C'est exactement la même scène, elle est numérisée. Et l'intérêt, c'est qu'on peut re-rentrer dans la scène. C'est-à-dire qu'on passe d'une action réelle à une action numérisée, comme si on rentrait dans le film. Et là où on va aller, vers quoi on va aller, c'est le fait que cette scène-là, on va être capable de la reproduire et de la comprendre en temps réel. C'est là qu'est l'enjeu de ce qu'on est en train de faire au niveau des capteurs, travailler avec des lidars, travailler avec de la très haute fréquence, et c'est d'aller comprendre en fait ça et d'être capable d'amener une interaction en temps réel et non pas après. Donc toi, tu pourrais avoir des éléments visuels qui te donnent de l'information sur ce qui est en train de se passer. C'est avec ce type de technologie très pointue, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est de l'ultra wideband, on est en local avec des signaux qui font qu'on capte ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe en toi, tes paramètres physiologiques, ton rythme cardiaque, où regarde tes yeux, et on peut avoir énormément d'informations qu'on va pouvoir traiter. Donc ça, c'est un des axes de travail, en particulier avec Alten et avec l'EFRAY, l'école de l'EFRAY. Alors, avant d'appeler Steve Péguet sur scène, on a travaillé sur ta planche. Cette planche, 20 ans de développement, c'est une planche qui a des records du monde, JP49, elle est numérisée, elle a été calculée, mais le premier calcul était assez intéressant quand même. Bah ouais, c'est intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'à très basse vitesse, la planche coulait. Bon, c'était pas surprenant, on le savait. On te voit là à l'image. Donc là, on peut voir un départ où j'essaye de partir. Bon, c'est toujours comme ça. Hein. On essaye de prendre le vent et puis on essaye d'accélérer pour que la planche appuie le plus possible sur l'eau pour qu'elle. C'est l'équilibrisme. Mais déjà au calcul, on se rend compte qu'effectivement, on a un petit souci. Par contre, quand on commence à monter et qu'on est dans de la haute vitesse, c'est la première fois que vous voyez des images comme ça. Ça n'a jamais été fait. Ça, c'est l'éclaté de l'eau
qui est tapé par la surface, par la carène de la planche. Donc on peut voir les images au ralenti d'un run et on s'aperçoit vraiment que l'eau éclate vraiment derrière, quoi. Donc on voit ça, c'est vraiment un phénomène qu'on arrive à modéliser. Et c'est parce qu'on rentre dans ce niveau de modélisation-là, très détaillé, qu'on va être capable de travailler sur les appuis, sur la forme de l'aileron, sur des solutions de cavitation, sur des solutions hybrides entre un foil et une planche. Et donc là, c'est là qu'il se passe des choses assez incroyables. Autre approche, c'est, comme on disait tout à l'heure, la déformabilité. Pareil, on rentre dans le calcul, on rentre dans le détail, on prend une aile, on la déforme pour qu'elle puisse travailler sous tes pieds. Et ça, c'est justement quelque chose qui va être hyper challenging pour la fabrication additive. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va arriver à avoir ça exactement comme il le faudrait. Est-ce que tu imagines une sensation? Tu navigues et sous tes pieds, tu es comme si tu étais par exemple sur un dauphin. Je pense que la sensation elle va être toute simple. Je ne vais rien sentir parce que ce sera la pénétration parfaite. Donc actuellement, quand je navigue et que je suis à haute vitesse, j'ai que des problèmes. Donc si on arrive à faire quelque chose qui va vraiment bien pénétrer dans l'eau, ce sera un run parfait. Ce sera comme si tu roules avec un vélo, tout simplement, quoi. Je l'imagine plus ou moins comme ça. Ce sera beaucoup plus facile. Ce qui est fou, c'est que tu dis aujourd'hui c'est que des problèmes, et en fait on est en train de regarder la nature pour faire en sorte que tu fasses ça comme l'espadon voilier de tout à l'heure. Le plus facilement possible. En buvant le café, quoi. Voilà. Ok, c'est un bon challenge. Alors je voudrais, Steve, te proposer de venir nous rejoindre. Donc Steve Péguet, directeur scientifique du groupe Alten, donc leader mondial en ingénierie IT. Et dans le groupe, vous avez vraiment une approche particulière. Il y a une sorte de communion qui s'est fait avec des feelings, avec des objectifs, avec des challenges énormes. Je voudrais citer aussi Julien Laforgue qui est là et toute l'équipe et les pilotes comme Anthony Coste et autres là, qui sont là. Donc une super équipe. Pourquoi Alten s'engage à ce niveau-là dans un projet comme Zephyr? D'abord parce qu'on c'est l'esprit ingénieur. Hein. Tu es ingénieur. Alten, c'est la maison de l'ingénieur. Et en fait, on avait une ambition, c'est comprendre Antoine. Alors, comprendre Antoine, l'ambition, on s'est vite rendu compte que c'était pas possible. D'abord parce qu'il est unique. Les Antoine, je pense qu'il y en a un par génération, voire deux. Bon, il y a de la relève, j'espère, en tout cas. Je sais que tu travailles aussi pour. Mais comprendre Antoine, non, c'est impossible. Après, comprendre ce qui se fait régulièrement, c'est là où il y a ses secrets. Et c'est ça qu'on a envie de percer. On parle du secret de la glisse. Mais oui, on va percer aussi les secrets d'Antoine. Voilà, c'est exactement l'objectif. Et ça, c'était, c'est la genèse du projet. C'est on a envie de comprendre, comprendre ce que tu fais. Parce que quand on voit les images, on dit c'est incroyable. Ouais. C'est pas possible même. Tu le fais pourtant. Et tu parles de tes problèmes, mais nous, on voit surtout les solutions que tu fais déjà aujourd'hui et les résultats que tu as. Et donc comprendre comment tu fonctionnes, comprendre que finalement la nature fait peut-être mieux. Et là aussi, il y a des secrets à aller percer. Ben voilà, on est des chercheurs de trésors et on va chercher ces secrets avec ton aide parce que y en a où je pense que tu les perçois, comme tu dis, par feeling. Nous, on a envie de les percevoir par des maths, par de la physique, par de la simulation. Et les confirmer. Et les confirmer avec toi en disant « Ah ouais, non, mais là, tu as résolu un premier problème. Par contre, tu m'en as créé un autre. » On risque de passer par là. Par des erreurs, parce qu'on n'a pas les 1000 ans de la nature pour avoir les évolutions. On va essayer de gagner sur des temps courts. Et c'est aussi la démarche que tu nous as proposée. Hein. Tu t'inspires beaucoup de SpaceX. Parce que je sais que tu adores les États-Unis et ce qui se passe là-bas. Non, mais c'est l'approche SpaceX. Elle est, Cap Canaveral, tu vas quand même souvent. Mais elle est assez simple. Hein. Je calcule, je mets les moyens, je teste, je mesure, je vais le plus loin possible. Ça crache pas, mais... Je vais le plus loin possible, j'ai de la data, je rebook, je calcule et j'évolue. Et là, c'est un cycle d'apprentissage très rapide, très efficace. Donc, un beau challenge, chercher des secrets. Deuxièmement, apporter des solutions, aller vite. Ça aussi, plus vite que la nature, dans ses secrets, justement, derrière. Et puis derrière, vivre une belle aventure. Je veux dire, ce que tu nous proposes, c'est aussi partager avec toi ce que tu vis. Et nous, en tant qu'ingénieurs, on est souvent plutôt derrière des PC, dans des laboratoires, et pouvoir justement revenir dans le monde du vivant, revenir dans le monde physique,
quelque part, c'est aussi nos ambitions en tant qu'ingénieur, parce que derrière, on n'est pas que dans l'IT, on est aussi dans les matériaux, on est aussi justement à travailler du prototypage avec tout l'écosystème derrière. On est aussi avec des étudiants, parce qu'on va attirer ces talents qui sont motivés aussi par ce type de challenge. Et donc ce challenge, je te remercie de nous aider à mieux te comprendre. Merci à toi aussi. Merci Steve pour ta confiance. Je t'invite à t'asseoir. On va continuer avec justement la technologie et la data. On va rentrer dans le fait d'avoir fait des prototypes, d'avoir pu les mesurer et avoir du retour d'expérience de ce qu'on a mesuré. Et c'est assez extraordinaire ce qu'on est en train de découvrir. Autant sur la partie simulation, on voit des choses qui rejoignent ce que tu ressens. Et ça déjà, c'est un grand pas, très important. Mais là, au niveau de la data, en fait, on se rend compte que les algorithmes existants en intelligence artificielle, lorsqu'on les applique à nos mesures embarquées, ils sont assez impressionnants. Mesures embarquées, on va simplement prendre par exemple cette centrale inertielle, ce petit objet-là d'SBG System, une petite centrale qui nous permet de mesurer tous les mouvements de ton flotteur, comme un avion en fait. Donc on a tous les mouvements de notre flotteur. Et lorsqu'on analyse ces données et qu'on applique ces algorithmes, c'est assez impressionnant. Donc dans cette approche de la data, on a commencé par justement analyser ces données et voir quels algorithmes existants d'intelligence artificielle pouvaient être applicables, utilisables. Et on se rend compte qu'en fait on est capable, dès que tu vas naviguer, on prend 90 secondes d'apprentissage de l'algorithme de tes 90 premières secondes de navigation, et au bout de 90 secondes, l'algorithme et les meilleures solutions qui ont été testées, côté BPCE, solutions informatiques, en fait vont coller à la réalité de façon très précise. C'est-à-dire que après 90 secondes seulement d'apprentissage, ces algorithmes sont capables de comprendre comment tu navigues, quel est ton équilibre avec le matériel. C'est comme si tu devenais un animal vivant que l'algorithme décrypte tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il décrypte ta façon de naviguer, mais il est capable de te dire ou de donner, de connaître la vitesse de façon très proche. On voit la courbe du bas. En fait, cette courbe du bas, elle est toute simple. C'est la courbe verte et la courbe bleue. Il y en a une, c'est la réalité de la vitesse, et l'autre, c'est celle qui est prédite par l'algorithme. Les deux collent à un pouillème près, alors qu'il y a très peu de données. Et en fait, ces algorithmes sont capables de comprendre le vivant, comprendre tes comportements, parce que tu es un pro et que tu réagis tout le temps de la même façon, et ils prédisent le futur. Ça veut dire que cette intelligence est capable, à travers la data, de connaître ce qui va se passer dans 1 ou 2 secondes. Ça veut dire te donner des consignes, ça veut dire adapter le matériel, le faire se déformer de certaines façons. Et ces algorithmes-là vont nous permettre, dans un deuxième temps, de venir travailler sur la prédiction, les enrichir, les rendre de plus en plus complets, et puis derrière, vraiment les optimiser et aller dans une dimension où on a d'un côté ton futur proche qui est connu, et d'un autre côté, l'optimisation aussi de tous les calculs, parce que ça nous permet de dire, là, c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est là que ce matériel il peut être amélioré, et diminuer les volumes de calcul. C'est un enjeu clé pour tous ici, c'est avoir un minimum de temps de calcul. Et puis c'est éco-responsable. Et puis c'est éco-responsable. Moins de calcul, c'est un gros impact. On voit les courbes là, donc on voit la courbe à gauche, c'est vraiment 0, 10, 20, 30, 40 nœuds, c'est ta vitesse, et 40, on est en km/h, je sais pas, 40 km/h. Et en fait, on voit la similitude entre la prévision et le réel. C'est fou ça. C'est incroyable. Quelqu'un qui sait, un objet embarqué qui sait te dire ce qui va se passer dans 1 ou 2 secondes, par ton comportement, par ton appui sur le pied avant, par le changement d'assiette, etc. C'est quand même dingue. Donc ça, c'est une énorme évolution. Et je voudrais demander, donc, côté BPCE, solutions informatiques, je ne sais pas si Guilherme est arrivé. Oui, cher Guilherme, je ne t'ai pas vu rentrer. Guilherme Le Donné. Mon cher Guilherme. Ravi de te voir. Bienvenue. Donc Guilherme Le Donné, directeur général de BPCE Solutions Informatiques. Juste un petit mot. BPCE Solutions Informatiques, c'est cette sorte d'entreprise qui est au service de toutes les entités du groupe BPCE, donc Caisse d'épargne, Banque Populaire, Natixis, Bred, Crédit Coopératif, enfin, toutes ces boîtes. Et toi, ta structure, vous êtes combien de personnes aujourd'hui ?
Nous, on est 2500 personnes, on fait de la tech, hein, donc ça paraît un peu bizarre d'être là, mais en fait, bon, j'ai croisé Marc complètement par hasard. Je connaissais Antoine parce que tout le monde connaît Antoine qui fait de la planche, et moi aussi je suis planchiste. Mais bon, ça suffit pas pour vous accompagner. Non, moi j'admire ceux qui rêvent. Voilà, et ça c'est un projet de gens qui rêvent, et moi j'aime bien ça, partir de zéro, d'une feuille blanche, pour se donner un objectif un peu fou. Bon, il se trouve que sur le moment ça a rencontré notre histoire, parce qu'on vient de créer la boîte, et donc on fusionnait 10 structures, donc on partait aussi de zéro. Mais ça suffit toujours pas, c'est finalement ce mélange aussi entre la tech et le sport. Enfin je veux dire, c'est un endroit où on n'imaginait pas vraiment que des ingénieurs data pouvaient travailler. Voilà, donc tout ça, ça fait un faisceau qui nous a fait rentrer là-dedans avec plaisir, hein, pour accompagner Antoine dans ce défi un peu fou. Tu as vu, ces résultats sont complètement inattendus, hein. Benjamin Borto, là, qui pilote le projet chez BPCE-SI. Au début, je me souviens la première fois, Benjamin, tu me dis, de toute façon, t'inquiète pas, Marc, si vous avez de la data, s'il y a un petit truc qui te dépasse, on va le voir. Je dis, ouais, c'est ça. Derrière, vous avez une équipe de choc avec c'est assez incroyable, des jeunes, 22, 23 ans, hein, les jeunes qui sont dans le projet, hein, qui ont une expérience de fou. Il y a 150 personnes qui ont voulu participer au projet chez vous, je crois. 150 CV, hein, c'est ce que m'a dit Alain, qui participe aussi. Et ce qu'il en sort, c'est assez fou. C'est-à-dire ces algorithmes d'IA très puissants pour aller comprendre la finance, en fait, claquent des doigts et comprennent ce que fait Antoine sur son matériel. C'est complètement dingue. Oui, alors ça casse un peu le rêve, parce que des fois on aime bien que ce soit pas tout mathématique et tout prévisible. Mais bon, si ça peut aider, tant mieux, mais c'est vrai que c'est un peu fou. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que les équipes trouvent passionnant et dans un contexte un peu surréaliste, donc vraiment super. On est ravis de vous avoir. Merci Guillaume pour ta confiance. On va continuer donc du coup et conclure en disant qu'on est ici parce qu'on a des valeurs communes qui sont liées à l'éthique et l'engagement, qui sont liées à la transmission avec les jeunes et l'humilité dans l'approche face à la nature, parce que l'être humain aujourd'hui est particulièrement arrogant par rapport à notre planète, historiquement. Et c'est parce qu'il y a cette humilité qu'on aura peut-être des solutions pour le futur. Et ça, c'est lié à la cohérence de ce qu'on fait, de nos actes, de nos choix. L'évolution aussi dans nos façons de faire, parce que je sais que ce projet-là change aussi ta vision des choses. Bah oui, parce que c'est clair que on n'utilise que du plastique ou du carbone ou de la résine pas recyclable. Et avant ce projet-là, c'est vrai qu'on ne se posait même pas la question. Oui, on prend ça et puis après, on ne le jette pas, mais bon, c'est recyclé parce que c'est revendu. Mais maintenant, dans l'ère du temps où on est actuellement, il faut quand même en prendre conscience et puis montrer l'exemple. Et puis c'est clair que si on arrive à fabriquer des planches ou des voiles avec des matériaux recyclés ou recyclables, il faut foncer dedans, quoi. Plus tout l'impact qu'il y a autour, donc c'est une Exactement, évolution. Ouais, tout l'impact qu'il y a autour, c'est un peu là le panel, le fait de vous avoir ici sur la scène et avec toute cette dimension de l'université aux plus grandes entreprises, ça montre qu'il y a un vrai challenge qu'on a envie de relever ensemble. Et ça nous touche. Nos objectifs 2024-2025, c'est aller vite, de façon de plus en plus décarbonée. Tester. Il faut des protos, hein, parce que vite. Hein. Et le futur, il est là aussi. On est chez toi à la Quarte, là. Là, on est sur l'île de Ré, oui. Et puis, je fais un petit, je belle fais faire un petit journée. tour à mon fils. Belle journée de navigation. On peut voir à l'Annie, là, entre mes jambes. C'est la glisse. Tout simplement, sans forcer. Voler comme un oiseau, presque. Hein, c'est ça, ouais, en douceur. Hein, voilà. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre présence à nos côtés. Ouais, merci à tous. Et puis...